Le pénitencier, une nouvelle écrite par José Langlois, copyright 2006, édition Nomonnet. On tambourinait à la porte. Je m'empressai d'aller ouvrir, craignant que le vacarme n'alerte le concierge ou l'un de mes si aimables et conciliants voisins, tous épieurs compulsifs ou délateurs patentés. Des immigrants français pour la plupart. Cathy était là, comme convenu. Créature exotique, dont le teint mat et la chevelure de jais contrastaient violemment avec la combinaison de vol blanche qu'elle avait revêtue et qui était, en tout point, identique à la mienne. Je ne pus m'empêcher de l'admirer, tout en regrettant qu'elle fût tellement en avance. Il était 22 heures à peine, en ce chaud dimanche de mois de juillet. 22:00, comme on dit dans l'armée. Ce n'était pas du tout l'horaire prévu. Je m'abstins de le lui faire remarquer, mais frémis, rétrospectivement, des risques encourus. Heureusement, elle était là, saine et sauve, et rien d'autre ne m'importait. Elle tenait un porte-document de cuir sombre, calé entre son coude et son flanc. Un porte-document qui, je le savais, contenait une cartographie complète du système solaire, ainsi qu'une série d'extrapolations astronomiques sur les galaxies avoisinantes. Elle ne pit pas mot en ma présence, par prudence autant que par anxiété. Je respectais son silence. Elle n'avait pas besoin de parler. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. C'était une sensation d'angoisse que j'expérimentais moi-même depuis que nous avions pris notre décision, quelques 2 ans auparavant. Un désagrément sourd qui me grignotait l'estomac en permanence. Je la fis entrer et nous nous embrassâmes chaleureusement. Notre accolade se prolongea au-delà des codes de l'amitié. Cela me réchauffa le cœur. Nos corps enlacés eurent beaucoup de mal à se quitter. Je lui offris un verre de vin blanc. Elle le refusa poliment, préférant à l'alcool une rasade de jus de fruits. Elle était aussi nerveuse que je l'étais, mais je suppose qu'elle désirait conserver un maximum de lucidité. Je décidai de ne pas être raisonnable et optai pour une double ration de bourbon. Je me disais que j'aurais largement le temps de cuver. Nous nous assîmes l'un à côté de l'autre sur le canapé et je lui pris la main. Ses doigts étaient glacés, contrairement aux miens qui bouillonnaient. Elle posa sa tête sur mon épaule et nous attendîmes ainsi, sans bouger, sans échanger la moindre parole, que 2 heures du matin veuillent bien sonner. Alors, l'alcool aidant, je m'assoupis. Lorsque l'horloge tinta par 2 fois, je ne l'entendis pas, c'est Cathy qui me réveilla en me secouant doucement le bras. « Debout, Alan !» entendis-je à la lisière de mon inconscience. « Debout, paresseux, c'est l'heure !» Je grognai un borborigme préhistorique en m'étirant comme un chat et en me frottant les yeux. Son visage, penché sur moi, Cathy souriait. Sa fraîcheur me ragaillardit. Je lui rendis son sourire et ne pus m'empêcher de dire « On va y arriver, tu sais. J'en suis certain, on va y arriver. » Je le pensais sincèrement, j'étais optimiste. Cathy ne répondit rien à cette affirmation, mais elle hocha la tête en signe d'assentiment. Enfin, c'est ainsi que je traduisis son mouvement. Elle était si belle, elle irradiait. Il ne m'en fallut pas plus, je me levai. La suite avait méticuleusement été préparée durant les 4 semaines précédentes. Chaque geste, chaque agissement fut répété jusqu'à la perfection. Nous les possédions d'instinct. Le rituel était immuable, minuté. Pendant que j'extirpais nos casques de sous le faux plancher et sortais les bagages cachés dans le double fond de mon armoire plombée, Cathy contactait l'ingénieur Wells, tout en surveillant le couloir et en faisant le guet. Nous quittâmes mon appartement sans prendre la peine de fermer la porte d'entrée. C'était inutile, je savais que je n'y reviendrais pas, que je n'y reviendrais jamais. Ma gorge se serra à cette évidence et je faillis pleurer. J'adorais cet appartement. Catigno y était né. Cathy me caressa la joue et m'enjoignit à continuer. Nous descendîmes les 3 étages qui nous séparaient du garage en empruntant l'escalier de service plutôt que l'ascenseur. Nous savions, malgré l'heure tardive, que nous n'étions pas à l'abri d'une rencontre inopportune. Le danger était moins grand de rencontrer un octambule à la curiosité acérée en choisissant le chemin des écoliers. Le parking baignait dans la lumière blafarde des tubes au néon. Sous cette atmosphère, Cathy avait le teint blême des condamnés à mort et je devais paraître bien hâve pour qui avait le malheur de me contempler. Nos pas résonnaient sous les arcades de béton. Tac, tac,
leur écho terne avait le rythme lent et la persistance d'un supplice chinois. Le break était garé sur l'emplacement que m'avait autrefois alloué le syndic, lors de mon emménagement, entre une pitoyable Datsun poussiéreuse et une antique Ford rafistolée. Cathy déverrouilla les portières, l'alarme couina. Elle s'engouffra dans l'auto, côté conducteur. Le moteur préchauffa, pendant que je chargeais le barda dans la malle arrière. J'essayais tant bien que mal de camoufler notre chargement sous une couverture en fibre d'aluminium. J'avais beau m'activer et déployer toute mon énergie, la toile ne recouvrait jamais entièrement la totalité de l'attirail. À chaque fois que je tirais sur un angle ou une bordure, le côté opposé se dévoilait. Je m'énervai et me mis à transpirer. « Prends ton temps, calme-toi, tu vas y arriver », me chuchota Cathy. Elle avait raison. Je pris une profonde inspiration et retrouvai mon calme. Cathy m'aida à ce que plus rien ne dépasse dessous la feuille d'aluminium. Je refermai le coffre et, à mon tour, je grimpai dans la voiture. Cathy démarra. Mon cœur battait la chamade. Le gardien qui surveillait les allées et venues des résidents fut très étonné de nous voir quitter l'immeuble au beau milieu de la nuit. La poisse. J'avais espéré qu'il somnolerait, abruti de fatigue, de gnôle ou de TV. Il n'en fut rien. Il était parfaitement éveillé au contraire. Il scruta notre équipage avec beaucoup de zèle et d'attention. Il vérifia l'heure à sa montre bracelet, puis nota le numéro de notre plaque d'immatriculation dans son immense livret noir, ce qui ne fit qu'accroître mon appréhension. Je regardai Cathy, à la dérobée. Elle arborait un sourire crispé. Étant donné les circonstances, je ne devais guère paraître plus décontracté. Le break s'éloigna de l'aquarium et de son unique occupant. Furtivement, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur extérieur, celui du passager, et n'aperçus rien d'autre que le reflet du bocal de verre qui s'opacifiait. Bien que je ne fus pas directement témoin de sa bassesse, que je ne le vis pas décrocher son téléphone, je reste persuadé que le vigile nous a vendus. La mégalopole était une cité morte, une ville fantôme. Nous traversions des avenues désertes, des boulevards abandonnés. Rares étaient les réverbères qui éclairaient encore les places, les rues, les ronds-points ou les trottoirs. Les routes étaient presque toutes défoncées et nous obligeaient à rouler à faible allure en slalomant entre les ornières, les trous et les nids de poules. Le vent tournoyait entre les buildings. Les papiers gras se prenaient pour des cerfs-volants. Les bâtiments me semblaient vides, inhabités. Parfois, la lueur d'une bougie vacillait devant la fenêtre crasseuse d'une tour et me prouvait mon erreur. Car je me trompais. Des millions de gens vivaient bien là, dans ces horribles conditions. Je me rappelais alors que, faute de pétrole, l'énergie était rationnée. Personne ne sortait jamais en pleine nuit. C'était une activité généralement considérée comme périlleuse depuis l'instauration du couvre-feu. Cathy n'en menait pas large, et je ne pouvais décemment pas l'en blâmer. Nous savions, l'un comme l'autre, que si une patrouille surgissait au détour d'une ruelle, elle mettrait immédiatement un terme à notre folle équipée. Les tanks n'étaient pas programmés pour parlementer. La diplomatie n'était pas en odeur de sainteté chez nos sympathiques miliciens. L'éclairage bleuâtre du tableau de bord accentuait les marques de stress et de fatigue sur les traits déjà tirés de ma voisine. La tension était à son comble, palpable, étouffante. Je serrai le poignet de Cathy afin de l'encourager, mais au fond, je frissonnais. Le chemin qui nous mena jusqu'à la sortie de la métropole se déroula finalement sans encombre. À mon grand étonnement, le plan qui indiquait le parcours précis des détachements blindés valait le prix que je l'avais payé. Excepté une frayeur, au croisement de Spielberg Road et de Lucas Drive, où nous assimilâmes une benne à ordures à une automitrailleuse camouflée, aucun désagrément particulier, aucune mémorable péripétie n'entrava notre marche vers la liberté. Cathy poussa un soupir de soulagement en s'engageant sur le périphérique. « Tu avais raison, on va y arriver, on va y arriver. » Je ne répondis rien qui puisse égratigner ou détruire ce bel enthousiasme. Je trouvais cependant cette soudaine allégresse un tantinet prématuré. Une trentaine de kilomètres nous séparaient encore de notre destination. 30 bornes d'incertitude. C'est long. Je n'étais plus aussi sûr de moi à présent. J'étais
pessimiste. Au kilomètre 22, un hélicoptère apparut. Nous ne le repérâmes pas tout de suite. Il volait en mode silencieux. Cathy avait eu la bonne idée de ne pas allumer les phares. Malheureusement, la meilleure des ruses s'incline souvent face à la haute technologie. Les militaires étaient depuis longtemps équipés de lunettes infrarouges. « Rangez-vous sur le bas-côté !» nous intima le pilote de sa voix nasillarde. Malgré la surprise, Cathy n'hésita pas une seconde. Elle enclencha le turbocompresseur et appuya à fond sur l'accélérateur. Le break bondit en avant en faisant crisser ses pneus. Tant de puissance dans la propulsion fit se décrocher le train arrière. Cathy contrebraqua habilement, endiguant, avec un art consommé de la conduite qui me ravit, la brutalité et l'emballement des chevaux. J'en déduisis qu'elle avait dû s'entraîner à mon insu. Il l'en félicita intérieurement. Le bolide passa de 60 à 232 km/h en moins de 3 secondes. L'accélération me cloua à mon fauteuil, et j'expulsai une bouffée d'air hors de mes poumons. Le moteur était gonflé à bloc, gavé de méthanol. Pris au dépourvu, le pilote de l'hélicoptère ne réagit pas immédiatement et s'empêtra dans sa stupeur. Ce fut son erreur, mon occasion. Son hésitation me permit d'empoigner le fusil à particules qui se trouvait pendu, derrière moi, au râtelier, d'en charger la chambre avec une cartouche de plutonium, d'ouvrir le toit ouvrant et de m'installer à mon poste de tir. Mon antagoniste, dans ce duel, avait réagi, hélas, avec plus de promptitude que son lambin collègue. Sanglé à sa tourelle, le corps bravant le vide, il nous crachait déjà tout son mépris de l'insubordination et de la désobéissance civile. Son arme hurlait, canon brûlant, et le regard du soldat brasillé de méchanceté au milieu des détonations fumantes et des insanités qu'il criait pour se galvaniser. Des milliers de douilles rebondissaient sur l'asphalte, telle une pluie cuivrée. J'en avais le goût dans la bouche, le goût mauvais. Heureusement, pour notre sauvegarde, les soubresauts et les tourniquets de l'hélicoptère empêchaient le belliqueux tirailleur de correctement nous viser. Lorsque se projeta mon unique salve, le flot ionique souda tous les éléments mobiles de l'hélicoptère instantanément. Les pales s'immobilisèrent dans un rugissement terrible, les volets se bloquèrent brusquement, l'appareil devint incontrôlable et tomba comme une enclume. Il s'écrasa sur l'autoroute, malgré les efforts désespérés du pilote pour redresser. L'explosion consuma tout le kérosène presque instantanément et les flammes, qui se pourléchaient des cadavres et de la carlingue, s'élevèrent dans le ciel nocturne comme un immense feu de joie. Il ne nous restait guère plus de temps. La compagnie des copains tueurs ne tarderait pas à rappliquer, avec le mot « vengeance » barré en étendard sur leur front vicieux. Cathy le savait aussi bien que moi. Elle écrasa le champignon et coupa à travers champs. Le ranch de l'ingénieur Wells scintillait de splendeur féerique sous le halo luminescent de la pleine lune. La pleine lune, enfin, façon de parler. L'expression était une imposture depuis qu'une météorite géante en avait déchiqueté le pôle sud, ratiboisé la pâle demoiselle, jusqu'à la frontière de l'équateur. Seuls 69% du matériau originel demeurait aggloméré. Les 31% restants formaient une ceinture d'astéroïdes et de débris cosmiques, dérivant, tournoyant en orbite autour du satellite infirme. Cependant, malgré cette toute nouvelle et très perturbante géographie, nous, c'est-à-dire l'humanité, persistions à l'appeler la pleine lune, comme quoi la force de l'habitude. La petite maison reposait paisiblement dans sa prairie, au fond d'une vallée environnée de plantes mutantes, de fleurs disparues et de collines boisées. Des hiboux synthétiques clignaient de grands yeux écarquillés sous les frondaisons épineuses des sapins reconstitués, ululant des mélopées que Wells, génétiquement, leur avait enseignées. Des crapauds pustuleux plongeaient dans une mare artificielle, se pavanant sur des nénuphars recréés, croissant pour les femelles. Un cheval cloné paissait dans son enclos, non loin d'une chèvre robotisée qui lui servait d'animal de compagnie. Un tracteur factice, peinturluré de rouge et de vert, parachevait le tableau. L'image était idyllique, bucolique à souhait. « D'où Jésus, on y est, murmurai-je sans trop y croire. On y est. » Cathy me fit signe de me taire. Je perturbai sa concentration. La mâchoire serrée,
Elle s'évertuait à éviter les obstacles qui pouvaient encore compromettre notre évasion. Cailloux, buissons, branches mortes ou rochers s'ingéniaient à entraver notre progression. Y avait-il une collusion secrète entre Mère Nature et nos impitoyables ennemis? S'était-il concerté? À cet instant précis, j'étais assez porté à le croire, voire à le jurer. Le break brinque-ballait, les amortisseurs grinçaient et le châssis demandait grâce. Cathy ne leva pas le pied. J'estimais son courage. À 200 mètres du ranch, j'aurais volontiers parié ma chemise que nous étions sauvés. J'en étais tellement persuadé que je laissai échapper un « yes » conquérant, en brandissant vigoureusement le poing. Puis Wells nous contacta. Mon hardiesse s'étiola. « Dépêchez-vous! Les voilà !» Je me tournai, incrédule, effaré, et regardai par la lunette arrière. Ils arrivaient en effet. Un escadron de chars progressait par l'est, entamant une manœuvre d'encerclement lourde de conséquences. Au nord, plusieurs bataillons de jeeps et de véhicules tout-terrain se déployaient en ligne d'attaque, générant un nuage de sable tel qu'une tempête saharienne en aurait pâli de jalousie. Et comme si toute cette agitation ne suffisait pas, comme si l'exhibition était incomplète, un sifflement suraigu, signature sonore des supersoniques, nous annonça l'arrivée imminente d'une escadrille de chasseurs et de bombardiers. Les avions survolaient en rase-motte les collines de l'ouest. « Passez par le garage !» nous conseilla le Wells immatériel. « Pressez-vous, vite, il est ouvert !» Le rideau de fer était effectivement déplié. La voie était donc libre, béante même, autant que la pénombre qui nous dissimulait l'entrée. Cathy s'y engouffra sans ralentir d'un iota, les doigts crispés, phalanges blanchies, sur le volant afin de ne pas perdre le contrôle. Elle grommelait, elle gémissait. Je crois qu'elle ne s'en rendait pas compte. Le break percuta le mur du fond. Le capot se plia en accordéon et absorba une partie du choc. Les airbags se gonflèrent en une fraction de seconde et s'interposèrent juste à temps entre mon visage et le pare-brise. L'accident fut violent, mais nous nous en sortîmes indemnes. Peut-être était-ce dû à l'adrénaline qui soutenait nos organismes ou à la peur d'échouer qui nous motivait. Wells nous attendait, altier, les mains sur les hanches, l'allure juvénile dans sa combinaison de vol blanche, devant le tunnel souterrain. « Cette fois, c'est notre dernière chance, on ne peut plus reculer, nous dit-il avec un sourire éclatant. » Allez savoir pourquoi il paraissait ravi. Je crois même qu'il jubilait, il ressemblait un peu à Errol Flynn dans ses fameux rôles d'aventurier. Les parois du couloir vibraient, branlaient et tremblaient par intermittence. Le métal avait des sanglots qui, dans l'état de sensiblerie extrême où je me trouvais, me parurent déchirants. J'imaginais la fréquence des bombardements. J'imaginais les officiers, en apôtres de la destruction, aboyer leurs ordres à des soldats décérébrés. J'imaginais la bestialité de ces créatures infernales, ces dévoreurs cannibales de cerveaux humains. Je les imaginais, ces monstres, en train de saccager le ranch et de détruire méthodiquement ce qui, pendant près de 40 ans, avait été le centre de ma vie d'homme. Rafales de M260, grenades à photons, obus de mortier. Les détonations étaient assourdies par l'épaisseur des murs. Ces attaques en sourdine n'en rendaient les vibrations que plus menaçantes. Et cela, je n'avais pas besoin de l'imaginer. Nous courions à en perdre haleine. Wells et moi charrions un traîneau dans lequel se trouvaient quelques instruments de navigation, nos valises, et tout un lot d'espérance que nous n'avions pas encore embarqué. Cathy nous devançait de quelques pas. Sa course était aérienne. J'enviais sa grâce et sa légèreté, tandis que j'haletais. Une explosion, plus forte que les autres, chahuta méchamment le couloir et nous fit tous perdre l'équilibre. « Un tremblement de terre » hasarda Cathy. « Bombe à hydrogène » nous renseigna sobrement Wells. « Hâtons-nous. L'abri ne résistera pas très longtemps à ce traitement. » Alors, comme pour donner plus de poids à sa prédiction, comme s'il souhaitait accréditer sa prescience, Wells nous désigna une partie spécifique du blindage. Il fondait. J'en fus terrorisé, au bord de la panique. Une fois dans le vestiaire, nous endossâmes nos tenues de cosmonautes. Armure spatiale serait une terminologie plus appropriée, tant l'harnachement était pesant et sa maniabilité incompatible avec la gravité terrestre. Fort heureusement,
Nous étions rodés à l'exercice. La pressurisation se fit automatiquement, puis nous passâmes en chambre de décontamination. La procédure ne prit que quelques secondes, durant lesquelles chacun d'entre nous vérifia l'étanchéité vestimentaire de ses compagnons d'infortune. Nous pénétrâmes ensuite sur le pas de tir, un ancien silo de l'US Air Force réformé, et contemplâmes la fusée. Wells avait magistralement transformé un missile intercontinental soviétique en lanceur interstellaire. Au sommet de la bougie trônait une navette spatiale, notre vaisseau intergalactique, le Freedom, ainsi que je l'avais naïvement baptisé. Il possédait une double coque en alliage de mercure, et sa forme avait les caractéristiques de l'aile delta. Le Freedom était une merveille d'ingénierie, conçue pour parcourir de grandes distances, des distances astronomiques, des distances qui se comptabilisaient en années-lumière, des distances qui s'accroîtraient à mesure que nous nous éloignerions de ce monde de folie et d'insanité. Théoriquement du moins, puisque nous ne l'avions jamais testé. J'étais ému, nostalgique. Wells, lui, ne s'attendrissait pas. « Allons, allons, pressons ! J'entends déjà le bruit des bottes. » Cathy me prit la main et me dit « Viens !» C'était si gentiment chanté que j'en fus bouleversé. Je décelai un sourire de tendresse derrière sa visière fumée. Je me surpris à prier pour qu'elle remarque aussi le mien. Nous nous installâmes tous trois dans le monte-charge qui longeait le tube jusqu'à sa cime. Tandis que nous nous élevions vers ce qui serait, pour les 8 prochaines années, notre seul univers, notre unique habitation, je contemplais le sas par lequel nous étions entrés. Il rougissait aux entournures. La température montait. J'entrevoyais déjà des étincelles qui jaillissaient des gonds, comme jaillit joyeusement l'eau d'une fontaine enchantée. Les chalumeaux étaient en action. Alors que j'enjambais la passerelle qui me mènerait au vaisseau, le sas céda et vomit une armée de ténèbres. Les zombies envahissaient la place et leur nombre croissait. Le Freedom décolla au moment où les morts vivants investissaient en force le silo. J'avais pris les commandes, Cathy et Wells me secondaient. Les 3 puissants réacteurs crachèrent leur mélange chimique dans une synchronisation parfaite, carbonisant, du même coup, tout un régiment d'abominations. Les zombies n'avaient pas eu le temps de souffrir. Voilà bien une réalité qu'amèrement je regrettais. La fusée s'éleva, lentement, majestueusement, au-dessus du ranch et demeura un moment en suspension, entre ciel et terre, comme un archange. Je regardais par le hublot, la maison était en ruine. L'apitoiement était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La fusée prenait de la vitesse et de la vélocité. Je m'appliquai à piloter. Et nous atteignîmes la stratosphère. Cathy calculait notre route sur l'ordinateur, tandis que Wells vérifiait la bonne fonctionnalité du circuit principal et le régime de la combustion. Les instruments de bord, quant à eux, me récitaient mes instructions. La poussée avait été graduelle, les paramètres étaient OK. Les étoiles scintillaient au-dessus de l'atmosphère, c'était magique. Je commençais à penser que notre pari d'échapper à la Terre allait réussir, lorsque la navette heurta à un obstacle invisible. C'était si inattendu, je ne sus pas comment réagir. Le vaisseau tomba en vrille, Cathy hurla. Wells s'évanouit après que sa tête eut heurté le plafond de la cabine. Il s'était détaché. Après avoir mené un combat acharné contre le manche à balai, je redressai l'appareil et repris une trajectoire plus conventionnelle. Bercé par les crépitements de panique et le clignotement rougeoyant des signaux d'alerte, j'appris, par l'intermédiaire des senseurs électroniques externes, que nous avions percuté une barrière électromagnétique. À nouveau, je tentai de la percer, de la forer, d'en forcer le passage. Peine perdue. Le champ de force était impénétrable et courait sur tout le pourtour de la planète. Cathy, alors, attira mon attention. « Alan, à 3 heures. »« Quoi ? » ?»« Regarde. » Je regardais à tribord. Un croiseur militaire patrouillait sur une orbite elliptique. Il était gigantesque et ressemblait bizarrement à l'Empire State Building. Un Empire State Building de guerre, orbital et solidement armé. Je n'eus que peu de temps pour m'extasier.
le vaisseau ennemi concentra une double rafale sur notre pauvre petite coquille de noix. Il n'y eut ni avertissement, ni tir de sommation. Dans ces conditions, il était impossible que je pusse nous sauver. Le Freedom fut littéralement coupé en deux par les rayons laser. Il y eut une dépressurisation terrible. L'oxygène fuya. Cathy et Wells furent aspirés dans le vide et les nuages devinrent leur linceul, leur dernière sépulture. Quant à moi, je restais coincé dans l'épave, avec une jambe brisée et mes espoirs en lambeaux. L'incendie ravageait le Freedom. C'en était fini de nos rêves d'évasion. Avant de mourir, déchiqueté par l'explosion, je pus lire, sur la façade du bâtiment qui nous avait si sournoisement interceptés, une plaque d'argent, sur laquelle il y avait inscrit « Pénitencier de haute sécurité, QHS, planète Terre, propriété du gouvernement fédéral des États zombies, GZU, loi 00453 du 14 août 2025, prison d'État ».